Alors, on s'était arrêté là la dernière fois. Donc, on avait vu que pour pouvoir passer de la réponse, de la fonction de transfert à la réponse fréquentielle, qu'il y avait un lien, il suffisait juste de poser z égale exponentielle de pi j f t e. Alors ensuite, le module de z nous donnait 1, ce qui revenait au final à tracer un cercle. Ensuite, puisque je veux passer de h de f vers h de z pardon, vers h de f, il faudrait que je puisse échantillonner h de z. Il faudrait que je puisse prendre plusieurs points de h de z. Donc, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre plusieurs points de h de z, puisque h de z, c'est un cercle. Donc, en fait, on va prendre plusieurs points de h de z. Donc, ici, je vais passer de h de z vers h de f. J'ai essayé de prendre plusieurs points de h de z vers h de f. On avait vu que, puisque c'était un cercle, en fait, ce qui changeait, c'était la phase. On avait vu qu'ici, c'était phi égale à 0 et que ça correspondait donc pour f qui vaut 0 qui vaut fe, parce qu'on sait qu'un signal qui serait discret, dont on calculerait la TF, et ben la TF serait périodique. Donc, si le tour c'est FE, on avait fait des petits calculs la dernière fois, donc si ça c'est FE, donc ça veut dire que c'est FE sur 2, ça c'est FE sur 4, donc ça c'est 3 FE sur 4. Rappelez-vous quand on trace un module, si c'est un signal réel en module, sa TF, c'est X de N est réel, alors sa TF, X de F est pair. Donc ça sert à rien de calculer jusque-là. On va faire cette partie juste et l'autre, on va la déduire par symétrie, c'est-à-dire qu'on va faire notre tracé, donc de 0 à FE sur 2, et on va déduire le reste par symétrie. Donc, en fait, ce qu'on avait vu donc la dernière fois, on avait calculé les différentes, puisque c'est quelque chose qui est complexe, ça a un rayon. On avait vu que le rayon, c'était 1, et la phase, elle changeait. Donc, à chaque fois, rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit sur la représentation des pôles et des zéros. On a dit qu'elle était quasi complète. Tout ce qui nous manquait, en fait, ce qui nous manquait, c'est le facteur d'amplification. On avait K qui valait, donc, je le reprends ici. On avait dit qu'on pouvait. La dernière fois, on avait vu qu'à partir du tracé des pôles et des zéros, donc on avait pu donc étudier la stabilité, à condition qu'on sache s'il est causal ou pas. On avait pu trouver la réponse impulsionnelle et cette fois-ci, on cherche à trouver la réponse en fréquence. Donc, on a dit que c'était à partir tout ça, à partir du tracé des pôles et des zéros. La seule chose qu'on n'avait pas, c'était le fameux facteur d'amplification K qui valait B0 sur A0. Celui-là, je ne l'ai pas. Et vous remarquez maintenant pourquoi vous ne l'avez pas. Vous allez faire un tracé, mais vous supposez comme si c'était 1. Bien. J'efface tous mes dessins et pour pouvoir faire ce fameux tracé, je vais vous expliquer d'abord, faire un petit rappel sur les vecteurs. Ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais vous expliquer pas à pas, sauf qu'après, je vous donnerai l'astuce comment le faire rapidement, mais il faut que vous sachiez d'où ça vient d'abord. Donc, on va rappeler les vecteurs. Supposons que vous ayez un premier vecteur A, un deuxième vecteur B. Quand vous allez, si vous voulez faire la somme, vous allez faire quoi? C'est un parallélogramme. Ce parallélogramme, donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par tracer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramène ce vecteur, je veux faire A plus B. Vous vous rappelez, vous avez la relation de Schall. Donc, quand vous faites A plus B, C, ça vous donne AC. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Voici le premier vecteur. On prend toujours l'extrémité. On ramène ce deuxième vecteur ici. Donc, je me retrouve avec deux vecteurs qui en a. Là où le premier s'arrête, le deuxième va commencer. Et donc, je sais que la somme, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la somme. Je suppose que vous vous en rappelez. Ensuite, si je veux faire la différence, pardon. Si je veux faire la différence de deux vecteurs, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez faire la différence, je suis obligée de remettre la notation à chaque fois. Quand je fais la différence de deux vecteurs, donc je veux faire A. Donc ici, je veux faire A moins B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est B. Donc, moins B, c'est ici, c'est ça. Or, rappelez-vous ce qu'on a dit. On prend la première extrémité, on ramène le deuxième ici. Donc, le moins B, donc ça, c'est moins B. Moi, je vais faire A moins B. Donc, je vais faire A et je vais ramener le deuxième ici. C'est-à-dire, je vais ramener moins B là. Donc, j'ai la première extrémité
deuxième. Donc, ça va me donner, donc, la différence des deux revient à trouver ça. Comme c'est un parallélogramme, donc, ce vecteur-là est aussi celui-là. Donc, au final, si je veux faire la différence de deux vecteurs, il suffit de joindre l'extrémité du deuxième avec le premier. Regardez. La différence donc de deux vecteurs A, auquel j'ai fait moins B, j'ai trouvé ça, qui revient aussi à ça, puisque ce sont deux vecteurs qui sont parallèles et qui ont la même, comment on appelle ça déjà? La même norme. Donc ici, puisque je vais faire A moins B, ça revient à joindre l'extrémité du deuxième avec le premier. Maintenant, on module. Donc, si je ne m'intéresse pas à la direction, ça veut dire que si je veux faire la différence, donc A moins B, et que je cherche en module, ça revient tout simplement à joindre, en module, à joindre les deux. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas au sens. Quand je parle de module, je ne m'intéresse pas à la direction. Donc, je vais joindre les deux extrémités. Si je cherche en module, je vais joindre les deux extrémités. L'extrémité de B, elle est là. L'extrémité de A, elle est là. J'ai joint les deux extrémités. Je sais même que je joins l'extrémité du deuxième avec le premier si je cherche la direction. Jusque-là, pour le rappel sur les vecteurs. Il n'y a pas de question par rapport à ça. D'accord? Donc, je reprends ce que j'ai mis ici. Attendez, je regarde sur la conversation. C'est clair. Tant mieux. Merci de m'avoir répondu, Iman et Jamila. Donc, voilà. C'est ce que j'aurais remis ici. Donc, si je veux faire la somme, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est la différence. C'est de ça que je vais me servir. Donc, la différence de deux vecteurs rejoint à joindre les deux extrémités. Pourquoi on est en train de faire ça? Regardez maintenant H2Z. Voilà. Je veux pouvoir tracer, j'arrive pas à mettre la notation. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, je veux tracer en module, je veux à partir de H2Z, je veux trouver H2F. Et rappelez-vous ce qu'on a dit. H2Z, c'est tout le cercle. Donc, je suis obligée de prendre des points. Je vais prendre des points. Je vais échantillonner, prendre des points de H2Z, puisque H2Z est continu. C'est un cercle continu. Moi, je vais prendre des points. Ça y est, c'est bon maintenant, vous en rappelez. Tout le cercle, c'est FE. Tout le cercle, c'est FE. Donc, la moitié, c'est FE sur 2. Le quart, c'est FE sur 4. Et ça, c'est 3 FE sur 4. À la limite, j'ai dit, je m'en soucie pas pour le moment. Je traite des signaux réels. Si c'est des signaux réels, ça TF fait peur. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux passer de H2Z vers H2F. Qu'est-ce que je remarque ici? J'ai Z moins 0,8. J'ai un 0 en 0,8. Donc, je vais tracer un 0 en 0,8. Ici, c'est le numérateur, je mets un 0. Si je mets ça égal à 0, donc ça me donne Z égale 0,8. Si je mets le dénominateur égal à 0, ça me donne 0. Et j'ai un pôle en 1. Je veux tracer ça sur ça. Ici, j'ai la différence de deux vecteurs. Ici, j'ai le vecteur Z. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je viens d'apprendre que si je fais la différence de deux vecteurs, ça revient à joindre les deux extrémités. Faire la différence des deux vecteurs revient à joindre les deux extrémités. Alors, elles sont où mes extrémités? Si je prends mon premier vecteur, j'ai pris mon premier vecteur, c'est Z. Donc, mon premier vecteur, c'est toujours du 0 jusqu'au cercle. Ce sera toujours ça, Z. Ça ne va pas changer. Ça, c'est mon vecteur Z. Et je vais faire la différence avec quelque chose à chaque fois. Donc, ça, c'est Z. Mon vecteur 0,8, il est là. J'ai pris 0,8. Voici mon deuxième vecteur. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit faire la différence de deux vecteurs, c'est joindre les deux extrémités. Et si je cherche le sens, je vais démarrer du deuxième vers le premier. Mais j'ai dit que moi, je vais faire la TF, je vais la tracer en valeur absolue. Donc, joindre les deux extrémités veut dire, voilà, je viens de joindre les deux extrémités. Et si je cherche le sens, c'est du deuxième vers le premier. Voilà. Mais moi, je vais faire en valeur absolue. Donc, le sens ne m'intéresse pas. Voilà le vecteur Z-8. Génial. Le deuxième vecteur, c'est Z, c'est celui-là. Celui-là, je le connais, c'est celui qui est en vert. Et je suis en train de faire quoi? Je fais une division du quoi? Du numérateur sur le dénominateur. Le numérateur, c'est quoi? C'est la différence de deux vecteurs. Sur tout le vecteur Z, que vaut Z? On a dit que pour passer de H de Z, on a dit que H de F, c'est H de Z
en prenant z égale exponentielle de pi chez FTE. En prenant ça, c'était le cercle unité, c'est-à-dire z, je suis ici, je suis en train d'échantillonner. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce que j'ai mis en mauve, je vais le diviser sur ce qui est en vert. D'accord? Ensuite, je l'ai fait pour le premier point. Je vais le faire pour ce point. Je vais le faire pour un deuxième point. C'est toujours le vecteur z moins 0,8. Que devient le vecteur z cette fois-ci? Je vais le tracer en vert. Après, je vais vous faire l'animation. Donc, maintenant, voici mon vecteur z. Pardon. Donc, je vais l'enlever d'ici. Donc, je reprends encore mon vecteur z. Et qu'est-ce que je dois faire? Voilà mon vecteur z. Et je dois lui enlever le vecteur 0,8. 0,8 ne bouge pas. Il ne dépend pas de z, c'est une constante. Je dois faire la différence de ça avec ça. On a dit faire la différence et joindre les deux extrémités. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la différence, joindre les deux extrémités. Je vais trouver cette distance. Je recommence. Je vais prendre mon vecteur z. Le voici. Et je vais lui enlever quoi? Le vecteur qui est en jaune, qui ne bouge pas parce qu'il est fixe, il ne dépend pas de z. Donc, en distance, joindre les deux extrémités. Je vais trouver cette quantité. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais avoir quoi? Je vais avoir donc une première distance qui est sur le numérateur que je vais diviser par z. Z, ça vaut 1. Je vais diviser par une constante. Je vais juste effacer les dessins. Je vais vous remettre l'animation que j'avais faite l'année passée. Donc, je reprends. Donc, ce que j'ai mis comme différence des deux vecteurs, je l'ai tracé dans quelle couleur? Je regarde, je l'ai mis en rouge. Et le vecteur z, donc cette fois-ci, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai enlevé, regardez ce que j'ai fait. Le vecteur vert moins le vecteur jaune, joindre les deux extrémités, je l'ai mis en rouge. Donc c'est bon, en réalité, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de joindre le cercle au point, au zéro, rouge. Ce sera toujours la même chose. Je joins le cercle, puisque z, le premier vecteur, se trouve sur le cercle. Et j'enlève celui qui est en rouge. Donc ça revient à faire quoi? Ça revient à tout moment à joindre. Je remets l'animation ici. Pardon, avant de mettre l'animation. Donc ce vecteur, c'est tout, il est sur le cercle. Et je lui enlève le vecteur 0,8. Donc, en fait, je vais toujours joindre le cercle avec le point. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai une distance qui augmente, que je divise par quoi? Que je divise par z. Z est une constante. C'est 1. C'est-à-dire, à tout moment, z, ça va être ce point, ce point. Je vais vous dessiner z à chaque moment. Je vais mettre dans la même couleur. Je vais mettre en rouge. Je vais justement inverser. Donc, z, qu'est-ce que c'est? Toujours par rapport à ces points-là. Z, c'est le rayon 1. Donc, en fait, ici, mon point Z, c'est ça. Ici, mon point Z, c'est ça. Ici, mon point Z, c'est ça. À tout moment, voilà ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai pris une distance, donc en module. C'est une mesure qui est de plus en plus grande que je divise par une constante. C'est le rayon du cercle, ça vaut 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme tracé? Je vais avoir quelque chose qui va aller en augmentant. Je reviens ici. J'enlève juste. Je vais effacer. J'aurais pas dû enlever. Je replace la notation. J'efface mes dessins. Pardon. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a enlevé les points. Donc, on sait qu'on lie toujours le cercle au point. Et je le divise. Donc, je divise. Premier point, je suis en train de diviser ce qui est en rouge par ce qui est en mauve. Je prends un deuxième point. Je lie toujours le cercle au point. C'est bon. On a dit parce qu'on fait la différence. Je fais le vecteur z moins cette distance, ça fait la différence. Et je le divise par quoi? Par z. Donc, voici le vecteur z. Voici celui-là. On fait la différence. Mais je le divise en plus par z. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Jusqu'à FE sur 2, je m'arrête. Donc, je sais quel genre de tracé je vais avoir. Donc, je sais que ça, c'est les points de H de F. Je démarre à 0. À 0, je divise une petite quantité, la petite quantité en rouge, par la quantité en violet. Deuxième point, je divise une quantité en rouge un peu plus grande par la même quantité en violet. Plus grande, même quantité, plus grande, même quantité. Donc, en réalité, ça ne va pas avoir d'impact puisque je divise toujours par la même chose, par z qui vaut, et mon module z vaut 1.
Donc, je sais que mon tracé de f, h de f, forcément, il va être comme ça. Pourquoi il va être comme ça? Parce que j'avais une petite quantité que je divise par 1, quantité par z, la même quantité que je divise, une quantité qui augmente que je divise par la même quantité. Donc, ça y est, je m'en fiche de la quantité z. Ce qui en violet joue le rôle d'une constante. Et j'ai une quantité qui augmente. C'est pour ça que j'ai ce tracé-là. Et si vous remarquez bien, regardez cette courbe. Elle augmente rapidement, puis elle augmente lentement. Pourquoi? Parce que cette distance qui est là, regardez, en rouge, au départ, elle augmente rapidement, pardon. Elle augmente rapidement. Ensuite, elle augmente avec des quantités de plus en plus faibles. Même cette valeur, je peux la deviner. Regardez, je vais vous mettre la notation ici. Au départ, ça valait 0,8. Je regarde sur le chat, il y a une question. Non, Feriel, on ne peut pas avoir une droite parce que la quantité que tu as là, c'est pas une droite, c'est une courbe. Ici, ça va avec le cercle. Ça n'augmente pas de façon linéaire. Ici. Donc, c'est une courbe. C'est pas une droite. D'accord? Regarde ici. Tu es très proche, au début, tu es très proche du cercle. Ensuite, tu t'éloignes de plus en plus. Mais la quantité qu'il y a sur le cercle ici, c'est pas linéaire. Ici, regarde à la fin. Je vais te mettre 2 points pour que tu vois bien. Je vais prendre 2 points ici. Regarde cette quantité-là. Ici, regarde. De là à là. Ça augmente très peu. C'est pour ça que ça te fait cette courbe qu'il y a là. Ça augmente doucement. Mais regarde ici. Ici, ça peut pas être c'est une courbe. Regarde là. Il y a une grosse différence là, au début. Ça augmente très vite, regarde. Alors que ici, vers la fin, là, c'est FE sur 2. Donc, ça, c'est FE sur 2. Ça, c'est 0. Ça, 0,25, c'est FE sur 4. Là, j'ai fait mon tracé comme si FE valait 1. Je sais pas si tu remarques, regarde ici. Ça augmente très vite. Regarde la différence entre ce point, si tu devais faire une mesure de distance. Il y a une très grande différence. Donc, au début, ça monte rapidement. Mais vers la fin, regarde la distance entre ce point, 0,8 et ce point, et celui-là, comme me suis éloignée du point, ça augmente de plus en plus lentement. Est-ce que c'est bon, Feliel? Et je disais, voilà, j'attends que tu me répondes, je disais, ça, je peux le savoir. La première distance, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est 0,8. Ça, c'est 1. Ça, c'est 0,8. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Tout ça, c'est 1. De là à là, c'est 1. Donc, 1 moins 0,8, ça fait 0,2. Pourquoi c'est 0,2? Parce que je suis en train de faire 1 moins 0,8 que je divise par 1. Et ça fait 0,2. Je peux même deviner le dernier point. On va pas regarder. Non, le tracé n'est pas par rapport au rouge. Regarde, Feriel, tu es en train, le tracé, c'est la quantité qu'il y a en haut divisé par la quantité qu'il y a en bas. Je suis en train de diviser ce qui est en rouge par ce qui est en mauve. Alors maintenant, pourquoi c'est par rapport à ce qui est en rouge? Parce que ce qui est en mauve est une constante, ça n'a pas changé. Dans ce cas-ci, et si j'avais autre chose en bas, ça aurait changé. Je me suis Feriel. Je suis en train de diviser ce qu'il y a en haut par ce qu'il y a en bas. Mais comme c'est une constante, tu as vu, c'est le rayon du cercle, il bouge pas, ça fait 1. Regardez, on va même chercher le dernier point. On va pas le lire, mais on va essayer de le deviner. Le dernier point, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité qui est en rouge, divisée par ce qui est en mauve. De là à là, j'ai 0,8. Alors, et je vais le faire en rouge pour que vous puissiez, c'est pas grave, je vais juste changer de couleur pour que vous puissiez le voir. Donc, de là à là, le point qu'il y a là, c'est 0,8. On est bien d'accord parce que c'est 0. Donc, de là à là, j'ai 0,8 et de là à là, j'ai 1. Ça fait 1 plus 0,8, ça fait 1,8 que je divise par quoi? Parce qu'il y a un mauve qui vaut 1. 1,8 divisé par 1, ça fait 1,8. Qu'est-ce que je fais comme lecture ici? Je regarde. C'est 1,8. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens à partir ça, c'est le tracé des pôles et des zéros. Donc, à partir de H de Z, j'ai trouvé H de F. J'ai prévu 5 ou 6 exemples. Vous ne pourrez pas ne pas comprendre. D'accord? On va faire le premier, on va faire un deuxième. Je ne vais pas reprendre celui-là, on va faire un deuxième. Comme ça, vous allez voir comment que ça fonctionne.
Je vais prendre un deuxième. On va le faire ensemble. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai z plus 0,5 et j'ai... Alors, je vais mettre la notation. Donc, ici, z plus 0,5, z moins 0,8. Ça, je fais numérateur égal à 0. Ça me fait quoi? Ça me fait z vaut moins 0,5. Dénominateur égal à 0, ça me fait z égale 0,8. Donc, je dois tracer un 0 en moins 0,5. Le voici. Il est à moins 0,5. Et je dois tracer un pôle, on fait une croix, un pôle en 0,8. Donc, ici, je suis donc à 0,8. Même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, puisque c'est z, on sait que z, c'est le rayon du cercle. C'est bon. Donc, je dois faire la différence des deux vecteurs. Joindre les deux extrémités des deux vecteurs. Donc, au numérateur, je vais le faire. Il faut que je regarde mon animation. Je ne sais pas si je l'ai fait en violet, mais c'est pas grave. On va choisir une couleur. Pour le 0, on va le faire en rouge comme tout à l'heure. Et pour le pôle, on va le faire en mauve. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais joindre le cercle avec le 0. Ça me fait ce point. Donc, je vais le faire pour tous les points du cercle. Voilà. J'ai mis ce que j'ai en rouge. Ça, c'est pour le 0. Je ne sais pas si tu remarques, Feriel, au départ, regarde, au départ, ça diminue tout doucement. Après, ça diminue très rapidement. Plus je vais me rapprocher du 0, plus ça va diminuer. Par contre, maintenant, pour le pôle, je vais le mettre dans une autre couleur. Et je vais faire la même chose. Je vais joindre le pôle avec le cercle. Attendez, avant que je change de couleur. Donc je divise donc, la distance que j'ai en rouge. Je vais la diviser par une deuxième distance que j'ai en mauve. Donc, maintenant, c'est le pôle. Voici, je suis là, je suis là, je suis là. Je joins toujours parce que Z, moi, le Z, c'est le point du cercle. On a dit faire la différence, c'est joindre les extrémités. C'est ce que je suis en train de faire. Je joins les extrémités. Bien. Donc, je vais diviser par ce qui est en mauve. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais trouver? Quelque chose qui augmente, quelque chose qui diminue. Alors, on va le faire ensemble. Au départ, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une quantité en rouge. J'ai la quantité en rouge qui diminue. Et j'ai la quantité en mauve qui augmente. Donc, ce qui est en rouge, il est en train... Alors, ce qui est en rouge, c'est le 0. Donc, le voici. Je vais remettre le rouge. Donc, j'ai une quantité qui est en rouge. La voici. Cette quantité qui est en rouge, elle est en train de faire quoi? Elle diminue. Donc, ce qui est en rouge, il est en train de diminuer. Par contre, ce qui est en mauve est en train d'augmenter. C'est pas compliqué. Je prends une quantité qui devient de plus en plus petite, que je divise sur quantité de plus en plus grande. Donc, je vais avoir une courbe qui va faire plutôt ça. Une quantité en haut, elle diminue. Et en bas, elle augmente. Donc, ça veut dire quoi? Au départ, j'avais une quantité que je divise. Elle devient plus petite. Et en plus, je la divise par une quantité qui augmente. Donc, je devrais avoir une courbe qui fait ça. J'enlève maintenant ce que je viens de faire comme dessin. Je vous remets l'animation que j'avais faite. Donc, je la reprends ici. Je regarde sur le chat, il est conscient. Exactement. Elle va tendre vers 0. C'est ça. Alors, on va vérifier si elle tend vers 0. En tout cas, elle va être de plus en plus petite. Donc, ce que j'ai mis en mauve, c'est ce qui est en bas, parce que c'est le pôle. Ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui est en 0. Donc, regarde. Alors, regardez ici. Donc, ce que je divise, ce qui est en rouge par ce qui est en mauve. Donc, ce qui est en rouge est en train de diminuer, c'est numérateur. Ce qui est en mauve, c'est dénominateur, est en train d'augmenter. Donc, pas étonnant maintenant que j'ai une courbe qui fasse ça. Et je ne sais pas si vous remarquez pourquoi elle descend très rapidement. Parce que la quantité qui est... J'ai une double variation. C'est-à-dire, ce qui est en haut est en train, numérateur, est en train de diminuer. En plus, ce qui est en bas est en train d'augmenter. Donc, vous avez une courbe qui fait ça. Est-ce que c'est bon par rapport à cet exemple? Je croyais que je n'avais pas enregistré. Je me suis inquiétée. Ça va, je suis en train d'enregistrer. C'est bon? D'accord. Alors, remarquez maintenant quelque chose. On va pouvoir tirer des conclusions.
Quand vous avez quelque chose à l'origine, un pôle ou un zéro qui est ici, ça joue le rôle d'une constante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure. Si vous placez, je vais remettre la notation. J'ai changé de couleur. Si, quel que soit ce que vous placez, que vous placiez un zéro ici, ou bien même un pôle, la distance, c'est toujours la même. Donc, ça veut dire que ça n'aura aucune influence, puisque je divise par la même quantité, que ce soit un pôle ou un zéro. Donc, c'est ce que je vous ai mis là. Un pôle ou un zéro à l'origine n'influe pas sur le module de la réponse en fréquence. Deuxième chose. Si vous avez un zéro qui est proche du cercle, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes proche d'un zéro, ça veut dire quoi? Je vais remettre la notation. Si vous avez un zéro proche du cercle, c'est-à-dire comme ici, regardez ce qui se passe. J'ai un zéro ici. Ça veut dire que cette quantité-là, je suis en haut, donc j'ai une petite. Si vous avez une petite quantité en haut, c'est-à-dire vous êtes proche d'un zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un minimum, puisque c'est sur le numérateur. Si vous êtes proche d'un zéro, regardez ici, quand on est proche du zéro, je suis proche du zéro à quel moment? À FE sur 2. Ici, je remarque dans ma courbe, j'ai ici un minimum. C'est normal, puisque je suis proche du zéro, donc le numérateur va être le plus petit possible. Si le numérateur est le plus petit possible, ça veut dire donc j'ai un minimum. Est-ce que ça va par rapport à ça? Un zéro, plus vous êtes proche du zéro, plus la quantité, la distance, plus la distance est petite, distance petite au numérateur. Parce que le zéro, ça affecte le numérateur. Donc, si la distance est petite, ça veut dire que ça va me donner une valeur qui est petite. Je reprends Fériel. OK. Ici, je ne sais pas si tu as remarqué tout à l'heure, je vais effacer les dessins. Ici, à quel moment je suis le plus proche du zéro? Pour quelle valeur de f? Tu as la distance qui est en rouge, elle est grande, et elle diminue. Je suis proche du zéro ou à FE sur 2, ici. C'est le moment où la distance en rouge est la plus petite. Regarde sur la courbe. Tu as un minimum. Ce qui est normal puisque le zéro affecte. Pouvez-vous répéter la moitié? J'ai pas compris, Fériel. Est-ce que tu es en train de me suivre maintenant? Nous, on fait notre tracé de 0 à FE sur 2. Donc, voici F égale à 0. Voici F qui vaut FE sur 2. On a dit qu'on ne fait pas le reste parce que c'est la symétrie. Ça, ce serait moins FE sur 2. Si je continuais à faire mon tracé, ici, donc je ferai la suite, j'aurais moins FE sur 2 si je faisais la symétrie. Bien, je reprends. Donc, je disais, ici, quand je m'approche le plus d'un 0, je sais que ma courbe va me donner un minimum. Pourquoi? Ici, à FE sur 2, ta distance qui est en rouge, c'est la plus petite possible. Tu es d'accord ici? À quel moment le numérateur, à quel moment? Quand je dis à quel moment, je parle mal. Pour quelle fréquence mon numérateur est le plus petit? On a représenté le numérateur en rouge. Pour quelle valeur mon numérateur est le plus petit? Fériel. Pour quelle valeur de f? Très bien, AF. Ah oui, d'accord, maintenant j'ai compris. Voilà, tu avais trouvé la réponse. Exactement, la moitié, c'est-à-dire FE sur 2. Donc, à FE sur 2, j'ai un minimum. Même principe. À quel moment je suis la plus proche du pôle? À quel moment je suis la plus proche du pôle? Ce qu'on avait mis en pôle, c'est en mauve. À quel moment je suis la plus proche du pôle? Je suis la plus proche du pôle ici. C'est la distance la plus petite. Or, c'est un pôle. Quand le pôle est le plus petit possible, quand je suis proche du pôle. Donc, ça veut dire ici, j'ai la quantité la plus petite sur le dénominateur. Plus petite possible. Quand vous divisez par la quantité la plus petite possible, qu'est-ce que vous avez? Quand vous divisez par quelque chose qui est le plus petit possible, vous avez donc un maximum. Puisque vous divisez par la quantité la plus petite possible. Regardez ici. Quand je suis le pôle, pour quelle fréquence de f il est le plus petit? F égale à 0. J'ai bien un maximum en f égale à 0. Je regarde sur le chat. OK. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Donc, si vous êtes proche d'un 0,
parce que s'il est sur le numérateur, c'est la quantité la plus petite possible. Donc, c'était minimum, parce que c'est sur le numérateur. Si vous êtes proche d'un pôle, vous divisez par la quantité la plus petite possible. Donc, vous aurez la valeur la plus grande possible, soit un maximum. Donc, en règle générale, je voulais vous expliquer comment que ça se passe et d'où ça vient. Mais maintenant, on va l'appliquer directement. Si je suis proche d'un pôle, je reprends ici. Je suis proche d'un zéro, c'est un minimum. Si je suis proche d'un pôle, alors c'est un maximum. Bien sûr que ce pôle, plus il est proche du cercle, si vous prenez un pôle, je vais mettre la notation ici. Maintenant, ça dépend de la position du pôle. Parce que si vous êtes ici, supposons que le pôle il est très, très proche du cercle, presque sur le cercle. La quantité va devenir, c'est la plus petite possible. Plus c'est petit, plus vous aurez un truc bien raide, un maximum bien raide. Maintenant, on va utiliser ces deux règles pour le faire directement. Si je suis proche d'un zéro, c'est un minimum. Si je suis proche d'un pôle, c'est un maximum. Je ne vais plus me casser la tête à faire ces fameux dessins. Je divise cette quantité par cette quantité. Je vais appliquer la règle directement. Regardez ce qu'on va faire. On va le faire déjà pour les deux premiers exemples. Regardez, on va oublier ces tracés. Regardez, on va les oublier ces tracés. On va revenir au premier. Qu'est-ce qu'on vient de conclure? Je ne fais plus rien. Je me contente du tracé des pôles et des zéros. Regardez, je vais revenir en arrière. Il ne revient pas assez pour moi. Voilà. Je vais refaire ce dessin en oubliant tout ce qui était droite et tout. Regardez, on va mettre la notation. Si j'ai un 0, donc je vais faire toujours mon tracé comme ça. Je vais prendre f égale à 0, fe sur 4. Je vais appliquer la règle directement, fe sur 2. Un 0 est un minimum, un pôle est un maximum. S'il est à l'origine, il n'a aucune influence, que ce soit un pôle ou un 0, parce que la distance est la même. Alors, à quel moment je suis proche du 0? Le 0, il est plus proche de quelle fréquence? Ici, f égale à 0. On vient de dire qu'un 0 est un minimum, un pôle est un maximum. Est-ce que j'ai un pôle en dehors de l'origine? J'ai pas. Donc, je sais que ma courbe, elle va faire ça. C'est bon. Pourquoi? Parce que j'ai le 0, il est le plus proche possible de f égale à 0. Donc, c'est un minimum. Je sais même mieux que ça. C'est un minimum, il ne démarre pas en 0. Pour qu'il démarre en 0, il faudrait qu'il soit ici. S'il est ici, oui, parce qu'il n'y a plus de distance. Si vous avez un pôle, je vais le mettre dans une autre couleur, ici. Si, pardon, votre 0, il est sur le cercle. Si j'ai un 0 ici, la distance vers le cercle, elle est nulle. À ce moment-là, il démarrera carrément à 0. D'accord? Il n'y a plus de distance. Elle est nulle. La distance vers le cercle est nulle. Je vais faire la même chose. Je vais la faire la même chose pour le deuxième graphe. J'oublie les traits, j'oublie les dessins. Il fallait que je vous le fasse parce qu'il fallait que vous sachiez d'où ça vient. Je vais appliquer le même raisonnement ici. Un pôle est un maximum, un 0 est un minimum à la fréquence la plus proche possible. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? C'est là la distance la plus petite possible. Donc, ça veut dire quoi? Je vais tracer 0. Je vais tracer FE sur 2. FE sur 4. Alors, je regarde ici, le pôle, à quel moment, alors je dis, le pôle, à quel moment, pour quelle fréquence il est le plus proche? Pour f égale à 0. Donc, je sais qu'ici, ça fera un maximum. Non seulement que parce que c'est un maximum, donc je sais que je vais descendre, pas monter, puisque je suis proche d'un pôle. Et je vois qu'ici, le 0, il est plus proche de quelle fréquence? De FE sur 2. Donc, je vais descendre vers une valeur. Je sais même vers quelle valeur je vais descendre et vers quelle valeur je vais démarrer. Ici, ça vaut combien? Le pôle ici, il vaut 0,8. La distance de là à là, c'est combien? Donc, ça fait 0,2. 0,2 que je divise par quelle quantité? Je vais diviser 0,2 par cette quantité. Ici, c'est 0,5. Donc, ça me fait 0,2 divisé par 1 plus 0,8. Donc, ça me fait 0,2 divisé par 1,8. Ah, il faudrait faire le calcul, je ne l'ai pas fait. Donc, il faudrait que je prenne ici, je dis des bêtises, c'est l'inverse. Je divise le 0 par le pôle. Donc, je vais faire, cette quantité, ici, c'est moins 0,5. Cette quantité, c'est 0,8.
Et je divise toujours le numérateur par le dénominateur. Donc, ça me fait 0,5 plus 1, ça fait 1,5. 1,5 divisé par 0,2, ça 1,5 divisé, ça fait 0,75. La dernière quantité aussi, je peux la trouver. C'est quelle quantité? Je suis en train de diviser, donc, je suis à ce point-là. Donc, à ce point-là, je vais diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, la distance vers le numérateur, elle vaut combien? Ça fait 0,5. Divisé par la distance au pôle. Donc, ça fait 0,8 plus 1. Je vais diviser 0,5 par 1,8. Si je divisais 0,5 par 2, je trouverais 0,25. Donc, je sais que cette quantité, c'est un peu plus que 0,25. Je vais vérifier sur le dessin si ça marche. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de dire proche d'un pôle, c'était maximum, proche d'un zéro, c'était minimum. Je vais effacer mes dessins. Quelle est la différence entre les deux cas en f égale à 0? Je ne comprends pas ta question. En f égale à 0, en f, tu divises toujours la distance. La distance. Cette distance, tu es à f égale à 0, donc tu divises cette distance par celle-là. Tu trouves une grande valeur. Ensuite, on a dit tu divises cette distance par celle-là. Cette distance par celle-là. Mais je ne voulais plus refaire les dessins, donc je ne comprends pas ta question. Je voulais raisonner maintenant dans l'absolu. C'est bon, on sait que lorsque je suis proche du zéro, mon numérateur est le plus petit possible, donc c'était minimum. Je sais quand je suis proche d'un pôle, mon dénominateur est le plus petit possible, donc c'est un maximum. Pour le tracé, bon, je vais replacer le tracé, je vais effacer les dessins. Je comprends pas c'est quoi le problème, mais je vais replacer le tracé. Si tu regardes bien ton tracé ici, alors la valeur ici, c'est écrit, alors c'est, je sais pas si j'ai pas mis les puissances, alors c'est écrit 7,5. Nous, on avait trouvé, à moins que je me sois trompée, on a trouvé 0,75. Peut-être que je me suis trompée en calculant. Je vais le replacer. Je t'entends pas, Fériel. Je reprends. Tu divises cette quantité, le 0, numérateur, c'est ce qui est en rouge. Tu divises ce qui est en rouge par ce qui est en mauve. Donc, le premier point de ce qui est en rouge, c'est combien? Alors, ce qui est en rouge, c'est 1 plus 0,5. Donc, ça fait 1,5. Ici, en ce point, tu as 1,5 que tu divises par quoi? La quantité qui est en mauve. En mauve, ici, c'est 0,8. Donc, 1 moins 0,8, ça fait 0,2. 1,5 divisé par 0,2, d'ailleurs, c'est moi qui me suis trompée. Moi, j'ai divisé 1,5 par 2, j'ai trouvé 7,5. 1,5 par 0,75. 1,5 par 0,2, ça fait bien. C'est égal à 7,5. Tu me disais, je comprends pas en f égale à 0. Ça, c'est f égale à 0. Ça, c'est FE sur 4. Ça, c'est FE sur 2. Pour tracer h de f, il faudrait prendre point par point. C'est-à-dire que ce point, c'est f égale à 0. Ce point, ça correspond à f E sur 4. Ce point, ça correspond à FE sur 2. Ce qui m'intéresse, donc je dis, c'est plus la peine de faire ces vecteurs divisés par ce vecteur. C'est de se dire que lorsque je divise par la quantité la plus petite, c'est un maximum. Lorsque je multiplie par la quantité la plus petite, c'est un minimum. Est-ce que c'est plus clair? J'ai pas compris ta question. Est-ce que j'arrive pas à y répondre? C'est bon, d'accord, ok. Je disais maintenant, on va le faire dans l'absolu. Je ne fais plus ces tracés. On va le faire ensemble. On a dit, regardez, ici, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit, bien. J'ai dit, on va le faire ensemble cette fois-ci. Alors, je remets la notation. Alors, on a dit, un 0 est un minimum, un pôle est un maximum. Donc, moi, je fais mon tracé H de F. F égale à 0. Rappelez-vous, ne faites pas la confusion. C'est pas la réponse impulsionnelle qu'on trace. On est en train de tracer la réponse en fréquence. Vous placez toujours FE sur 4. Si vous avez besoin de plus, vous mettez plus. Un 0 est un minimum. Si le 0 est placé en 0, je démarre même à 0. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus. Il fait la distance au cercle, donc il va trouver 0 ici. Un 0 est un minimum, un pôle est un maximum. Alors, le 0, il est proche de quelle fréquence? F égale à 0. J'ai un deuxième 0, proche de quelle fréquence? FE sur 2.
Donc ici, j'ai un minimum. Donc celui-là me donne un minimum à la fréquence la plus proche de lui. Donc f égale à 0. Celui-là me donne un minimum à la fréquence la plus proche de lui. Donc, j'ai un minimum, la fréquence la plus proche de lui, c'est FE sur 2. Celui-là me donne quoi? Un pôle me donne un maximum. La fréquence la plus proche de lui. Donc, j'ai un maximum à la fréquence la plus proche de lui. Qu'est-ce qui est plus proche de lui? FE sur 4. C'est bon, je peux faire mon tracé. J'ai un minimum en 0. Donc, je sais que si c'est un minimum, c'est que ça monte. J'ai un minimum en FE sur 2. Donc, en FE sur 2, ça doit descendre. J'ai un maximum en FE sur 4. Si c'est un maximum, il faut que ça descende. Voilà, j'ai fait mon tracé. Est-ce que c'est bon? S'il y a un souci par rapport à ça, je regarde sur le chat. Si c'est un maximum, c'est que ça doit descendre. Si c'est un minimum, ça doit monter. Voilà, je viens de faire mon tracé. Je vais l'effacer. Je vous remets le dessin que j'ai fait avec MATLAB. Il faut que j'enlève la notation pour vous regarder ce qu'on a eu comme dessin. Bien sûr que moi, je le fais approximativement. Je ne sais pas si ça monte vite, si ça descend rapidement. Mais ça, si vous faites les petits traits que j'avais fait tout à l'heure, vous saurez si ça monte vite ou ça descend. Mais l'essentiel, c'est que ça respecte ce qu'on disait. J'ai un minimum en 0, j'ai un maximum en FE sur 4 et j'ai un minimum en 0. Il n'y a pas que ça. Comme le 0 se trouve en 0, comme le 0 est en 0, il démarre à 0 carrément. Il démarre à 0. Puisque j'ai un minimum en 0. Il ne va pas démarrer à une certaine distance. Il est là en 0. Est-ce que c'est bon pour ce tracé? Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ce tracé? On en prend un autre. On va faire ensemble, pareil, comme tout à l'heure. Ensuite, je vais superposer le tracé. Alors, je regarde. Alors, je regarde en f égale à 0. Est-ce que j'ai un 0? Est-ce que j'ai un 0 ou un pôle en f égale à 0? Non, je n'ai pas. Je n'ai rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais démarrer quelque part. Je démarre quelque part. Mais maintenant, quand je démarre quelque part, la question que je me pose, est-ce que je monte ou je descends? La question est, je vais vers quoi? Est-ce que je vais vers un pôle? Donc, je vais mettre 0. Regarde. Comme tout à l'heure, je trace FE sur 2, je trace FE sur 4, mais je vais tracer FE sur 6, quelque part ici, parce que je vais en avoir besoin. Donc, je sais que je démarre quelque part. La question est, est-ce que ma courbe va monter ou va descendre? Ne me casse pas la tête. Si je vais vers un 0, c'est un minimum, donc je vais descendre. Si je vais vers un pôle est un maximum. Donc, je sais que vers, ça c'est FE sur 4, ça c'est FE sur 6. Je sais que à FE sur 6, je vais vers un pôle. Un pôle est un maximum. C'est bon, ça monte. Après un pôle, il faut que ça redescende parce que c'est un maximum. Et je vois que j'ai un 0 qui est sur le cercle. À où? Le 0, il est proche de FE sur 2. Donc, je sais qu'il va descendre jusqu'à atteindre 0 à FE sur 2. Donc, je sais que ma courbe sera approximativement comme ça. Est-ce que vous commencez à choper le truc? Vous démarrez. Ici, si j'avais quelque chose ici, un 0 ou un pôle, si j'ai un pôle, je sais que je vais descendre. Si j'ai un 0, ça veut dire je vais monter parce que c'était un minimum. J'ai rien, donc je démarre quelque part. Et je me pose la question, si je vais vers un 0, donc je vais vers un minimum, ça va descendre. Si je vais vers un pôle, ça va monter. Après un pôle, il faut que ça redescende. Après un 0, il faut que ça remonte. Je regarde le graphe que je vous ai mis. S'il veut bien me redonner la main, voilà. Ma courbe ne ressemble pas, mais l'essentiel, c'est que j'ai mon allure globale. Ça monte et ça redescend. D'accord? Je remets ici. Ah, c'est bon, j'avais fini. J'ai fait une deuxième courbe. Attendez, je vais aller un peu vite. J'ai fait, alors j'efface juste les dessins. On va en faire un autre. Le prochain. Ça devrait être vous qui devriez le faire. Allez, on va faire le prochain. Pourquoi? Il me donne pas la main. Bien, le prochain. On le fait ensemble. Je ne vais pas faire le dessin. Je démarre vers un 0. C'est un minimum. Je vais où? Je vais vers un pôle.
De toute façon, c'est un 0, il faut que ça monte. Donc, il va monter vers un maximum qui se trouve, je ne sais pas, soit à peu près, peut-être à FE sur 5. FE sur 5. Après le pôle, ça redescend. Donc, je devrais avoir une courbe qui fait quoi? C'est un 0. Elle démarre en 0. Donc, elle va faire ça, elle monte vers un pôle, et puis elle redescend. Mais elle ne redescend pas vers un 0. Elle redescend tout doucement. Donc, regardez la courbe que j'ai. Je démarre à 0, je monte, et il redescend doucement. Pourquoi il redescend doucement? Parce que je n'ai plus de 0 ici. Donc, il va descendre tout doucement. Et c'est un filtre comment? J'ai dit qu'à partir du tracé des pôles et des zéros, vous pouvez trouver la réponse intuitionnelle. Vous pouvez trouver la réponse en fréquence. Et quand vous trouvez ça, vous trouvez la nature de votre filtre. Ça, c'est un filtre passe-haut. D'accord? Tout à l'heure, on n'en a pas parlé. Ça, c'est un filtre passe-bas. Ça, c'est un filtre passe-bande. Le filtre, celui-ci. Je suis revenu trop loin. Alors, celui-ci, c'est quoi sa nature? Ça, c'est un passe-haut. Celui-ci est un passe-bas, passe-bande, passe-bas. Et ça, c'est un beau passe-haut parce que ça vous fait une courbe qui descend doucement. Je crois que c'est un filtre de Chebyshev ou Butterworth. J'avais pris des valeurs d'un filtre, c'est-à-dire qu'il y a une belle, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'ondulation, qui fait vraiment, voilà. C'est un filtre de second ordre, mais c'est un passe-haut qui ne descend pas brusquement. C'est-à-dire après, vous avez le plateau qui est maintenu. Est-ce que c'est bon par rapport à ça? Donc, j'espère que vous saurez le refaire. Un 0 était minimum, un pôle était maximum, et je repère à partir, je suis proche de quelle fréquence pour pouvoir le tracer. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ces tracés? J'en ai pris 5 pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Je regarde sur le chat. Merci d'avoir répondu, Féliel. Merci, Iman. Ok, tant mieux que ce soit clair. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la TZ inverse et des méthodes de calcul. Donc, c'est pas, je vais mettre la notation. Voilà. Alors, je vous explique. Alors, chaque méthode, en fait, on va en voir 3. Chaque méthode va s'adapter à la façon d'écrire votre TZ. D'accord? Donc, bien sûr, comme toutes les transformer, pour tout transformer, j'ai une transformée inverse. Heureusement. Donc, vous faites la TF, je dois pouvoir passer. Si je passe de H de N, quand je fais de la TZ me permet de trouver H de Z, qui est somme des H de N, Z moins N. Toute transformée, je dois pouvoir faire, ça c'est la TZ, je dois pouvoir faire le chemin inverse, c'est-à-dire la TZ moins 1. Je dois pouvoir retrouver la réponse impulsionnelle de la fonction de transfert. On avait fait le cours passé, il y a 2 jours, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'on pouvait, à partir du tracé des pôles et des zéros, tracer approximativement H de N. La question maintenant, c'est si j'ai H de Z, à partir de H de Z, comment trouver H de N? Alors, la méthode des résidus, cette méthode-là, elle s'adapte plus quand? Lorsque vous avez votre H de Z, où vous avez un numérateur, mais vous avez votre dénominateur qui s'écrit déjà comme étant comme ça, Z moins P1 fois Z moins P2. C'est-à-dire, vous connaissez déjà vos pôles. C'est-à-dire, vous avez déjà décomposé en éléments simples. À ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez la plus adaptée, c'est la méthode des résidus. C'est une formule qui, lorsque vous avez des pôles multiples, il faudra dériver le pôle. Vous faites un remplacement, vous trouvez H de N, parce que vous allez remplacer à chaque fois par le pôle. Or, ici, par exemple, si je veux remplacer par P1, il faudrait que P1 se simplifie. C'est pour ça que vous multipliez ici. Par exemple, si je veux trouver, c'est-à-dire là, on est en train de faire quoi? C'est comme si vous aviez décomposé en éléments simples et vous avez calculé valeur par valeur. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez ici, vous êtes arrivé à écrire quelque chose sur Z moins P1 au carré, plus quelque chose sur Z moins P2, plus quelque chose sur Z moins P3. Chacun d'eux va vous donner un élément. C'est-à-dire ici, vous allez décomposer comme si c'était H1 de N plus H2 de N plus H3 de N. Mais au lieu de décomposer en éléments simples, quand vous allez faire la décomposition en éléments simples, il faut faire l'identification. Vous allez écrire ici AZ plus B plus C plus D. Alors, vous allez multiplier, identifier, trouver le A, le B pour passer à la TZ-1. Non, c'est plus simple que ça. Il suffit ici
d'utiliser la méthode des résidus. Alors, elle est compliquée quand? Elle est compliquée lorsque vous avez un pôle double, un pôle triple, parce qu'il faut dériver. Nous, on est en train de faire un rappel de la TZ. Pour les exemples qu'on va voir, nous, en TD, on va se contenter des exemples où vous avez un pôle simple, d'accord? Z-P2, Z-P3. Donc, quand vous avez un pôle simple, regardez, on va l'appliquer directement ici. J'ai pris H de Z égale Z sur Z exponentielle moins 1. Qu'est-ce qu'elle dit, la formule? Elle dit que c'est les résidus de Zn moins 1 H de Z. Comment on calcule un résidu? En fait, pas compliqué. Vous prenez H de Z, vous allez la multiplier par Z moins exponentielle moins 1, et vous multipliez par Z à la puissance N moins 1, et vous allez remplacer Z par le pôle. Ici, le pôle, c'est exponentielle moins 1. Voilà comment fonctionne la méthode. J'ai dit, à quel moment elle devient compliquée? C'est lorsque le pôle n'est pas simple, il est double. Parce qu'il faut que ce pôle parce que quand vous remplacez Z par exponentielle moins 1, c'est le dénominateur. Il n'est pas défini au pôle. Donc, il faut que ça se simplifie. Donc, c'est pour ça que si c'était par exemple au carré, je multiplierais par au carré pour pouvoir simplifier la quantité qu'il y a en bas. Et si vous remarquez, donc, on multiplie par le pôle pour le simplifier, et on multiplie par Z à la puissance N-1, et on réécrit H de Z. Que vaut H de Z? Le voici. Donc, je prends H de Z, je le multiplie par le pôle, je le multiplie par Z N-1, et je remplace Z par le pôle. Ça, c'est dans le cas où vous avez un pôle simple. Donc, vous prenez votre fonction, vous multipliez par le pôle pour pouvoir le simplifier, vous multipliez par Z N-1, et vous remplacez par exponentielle moins 1. Donc, ici. Donc, ça va me donner quoi? Je prends H de Z, le voici. Donc, j'ai multiplié, voici H de Z, ça c'est H de Z. Je le multiplie par le pôle et Zn-1, je simplifie. Et ça me fait Zn-1 fois Z. Zn-1 fois Z, ça fait Z à la puissance N. Et je vous remplace par exponentielle moins 1. Ça vous fait exponentielle moins 1n, mais n'oubliez pas de multiplier par qu'il soit, vous sachiez s'il est causal ou anticausal. S'il est causal, vous multipliez par U de N. S'il est anticausal, vous multipliez par U moins N ou moins 1. Rappelez-vous, on a dit que la TZ de A à la puissance N n'existe pas. Donc, vous allez choisir, c'est soit causal, soit anticausal. Pas choisir, ça sera donné dans l'expression du filtre. On va vous dire soit un filtre causal ou bien soit un filtre anticausal. Est-ce que c'est bon par rapport à cette méthode? Donc, en fait, vous simplifiez le pôle, vous le simplifiez et vous multipliez par Z à la puissance N-1 et vous remplacez par le pôle. Est-ce que c'est bon par rapport à cette, comment on fait la méthode des résidus? J'attends sur le chat s'il y a une question. Je suppose que vous l'avez déjà vu auparavant, aussi avec la transformée de Laplace. Donc, en réalité, vous simplifiez le pôle et vous multipliez par Z à la puissance N-1 et vous remplacez. J'attends. Vous me dites s'il y a quelque chose qui n'est pas clair avant que je passe à la deuxième méthode. C'est bon, d'accord. Ok, j'efface tous les dessins. Bien. Alors là, je vous ai dit que chaque méthode, en fait, s'appliquait à quelque chose de bien précis. Quand vous avez développé en fonction de Z simple, c'est-à-dire que votre TZ, je l'avais écrit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous arrivez déjà à la décomposer en éléments simples, c'est-à-dire vous arrivez à l'écrire sous la forme de TZ simple. Par exemple, vous l'écrivez, pardon, vous arrivez à l'écrire comme étant plusieurs TZ simples, H2Z1, H1-2Z, plus H2-2Z, plus quelque chose. Ça, vous l'arrivez à l'écrire en fonction de TZ connus. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser le tableau. Supposons que H2Z, c'est celle-là. Eh bien, je vais l'écrire comme ça. Que H2E, je suis arrivé à l'écrire comme ça. Je vais l'utiliser de la sorte. C'est-à-dire, je l'ai développé, je l'écris comme étant la somme de TZ simples. C'est bon. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les exploiter. Je vais exploiter le tableau des TZ connus. Ça, c'est le deuxième cas. Ensuite, donc tous ces deux cas marchent si vous arrivez à les écrire sous forme d'éléments simples. C'est dans le premier cas, on arrive à l'écrire comme le produit, c'est-à-dire j'arrive à décomposer le polynôme. Oui, sans faire la démonstration, puis je vous donnerai ce tableau.
Pour ce second semestre, il y a trop de formules. Donc, toutes les formules sont données, que ce soit celle de la TF, la TFTD, le tableau des TZ. Vous les exploitez directement. On va arriver, enfin, on va faire beaucoup de choses. On va arriver au filtrage multicadence aux ondelettes. Donc, toutes les formules seront données. Alors, je disais que ces deux cas, en fait, vous allez les exploiter à chaque fois que vous arrivez à écrire comme étant soit décomposés en éléments simples, soit vous allez les écrire comme étant un produit de polynôme. Il y a un cas où ça ne va pas marcher, c'est-à-dire si vous avez H2Z, un truc un peu lent, un truc vous avez comme ça, vous l'avez écrit, vous avez un numérateur, un dénominateur, vous écrivez par exemple, alors je vais écrire Z à la puissance 4 plus 3 Z au carré plus, je vais les laisser en négatif, Z moins 2 plus moins 3 plus 6Z moins 2, vous n'allez pas vous amuser, et Z plus moins 3 par exemple, Z moins 1 plus 8, et vous allez, pour pouvoir utiliser les deux premières méthodes, il faudrait que vous écriviez ça comme étant Z moins quelque chose, bon, c'est-à-dire, je sais pas, un certain. C'est-à-dire, vous arrivez à les écrire d'abord en puissance positive. Bon, je vais laisser en positif pour que je vous explique. Il faudrait que vous arriviez à l'écrire comme étant Z moins P1. Ça va être compliqué, il faudra résoudre le polynôme. L'écrire comme un produit simple. Donc, soit vous utilisez ici la méthode des résidus, soit la décomposition en éléments simples. Mais supposons que vous ayez un polynôme de degré élevé et que vous cherchez juste à connaître H0, H1, H2, H3. À ce moment-là, le plus simple, c'est d'utiliser la division euclidienne. Parce que vous n'arrivez pas à l'écrire sous cette forme. Donc, vous allez faire quoi? Pour faire la division euclidienne, il faut considérer deux cas. C'est-à-dire, si votre signal est causal, vous allez faire votre division euclidienne. Si votre signal est causal, quand vous allez faire la division euclidienne, vous allez le faire avec les puissances négatives. Si votre signal est anticausal, vous allez faire votre division avec les puissances positives. J'insiste. Si votre signal est causal, vous allez faire la division euclidienne, c'est la même, sauf que vous allez utiliser les puissances négatives. Si votre signal est anticausal, vous allez utiliser les puissances positives. Ça ne change rien. C'est-à-dire soit la première, soit celle-ci. Donc, s'il est causal, vous allez utiliser celle-là. S'il est anticausal, vous allez utiliser celle-là. Alors, on va le faire ensemble. Quand vous faites la division euclidienne en puissance négative, donc vous allez faire 1 divisé par 1. Bien sûr, quand vous vous divisez, vous faites quoi? Quand vous vous divisez, vous prenez toujours la valeur la plus petite. Vous n'allez pas diviser 1 par AZ moins 1, vous allez diviser 1 par 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. Vous multipliez, vous faites la soustraction. Quand je soustrais, le 1 se simplifie. Moins par moins, je fais AZ moins 1. AZ moins 1 divisé par 1, ça me fait AZ moins 1. Je multiplie, je soustrais. Il me reste A2Z moins 2. A2Z moins 2 divisé par 1, ça fait A2Z moins 2. Je multiplie. Vous remarquez que maintenant, il y a une récurrence. Parce qu'il y a une récurrence, c'est bon. J'ai pris un cas simple. J'ai pris un cas dont on connaît la TZ. D'accord? Donc, vous remarquez qu'il y a une récurrence. Bien sûr, si c'est ici, rappelez-vous, la TZ, elle s'écrit comment? C'est somme des H de 1, Z moins 1. C'est-à-dire, c'est H0 plus H1, Z moins 1, plus H2, Z moins 2, ainsi de suite. Ça veut dire que si vous trouvez le premier élément, ça c'est H0, ça c'est H1, ça c'est H2, ça c'est H3. Et là, on remarque qu'il y a une récurrence. Ça veut dire que votre H de n, c'est directement A à la puissance n fois U de n. Puisqu'on trouve A, ensuite A2, A3. Donc, on a trouvé notre H de Z. C'est ce que je vous ai mis ici en bas. Donc, ça, c'est dans le cas où votre signal est causal. Vous faites votre simple division euclidienne. Si votre signal est anticausal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre division, mais vous allez la faire suivant les puissances positives. Donc, vous allez écrire. N'oubliez pas qu'on divise toujours par l'élément le plus petit. Donc, ici, ne faites pas d'erreur. Vous allez écrire Z. Ici, on n'a pas écrit Z moins 1, on a écrit moins A plus Z, parce qu'on prend la valeur la puissance la plus petite. Ici, la puissance la plus petite, c'est 0. Je remets juste la notation pour pouvoir suivre en même temps. Ah oui, mais ça ne marche pas. Il me fait pas en même temps et la notation et l'animation. Donc, vous allez devoir suivre avec moi. Ok. Donc, il divise Z par moins A. Z divisé par A, ça fait moins Z sur A, c'est-à-dire moins A moins 1 Z. Je multiplie,
Je fais la soustraction, le z se simplifie, je me retrouve a moins 1 sur z. A moins 1 z au carré que vous divisez par a. Ça devient a moins 2. Vous faites la soustraction, vous avez a moins 2 z3. A moins 2 z3 que vous divisez par a, ça devient a moins 3. Ainsi de suite. Et de la même façon que tout à l'heure, je suis en train de travailler avec les puissances, un signal anticausal. Un signal qui est anticausal, qu'est-ce que vous avez? S'il est anticausal, ça veut dire qu'il démarre comme ça. Ça veut dire que vous avez h de z, c'est anticausal. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des puissances positives. C'est-à-dire que vous aurez quelque chose qui va démarrer quelque part, est-ce que vous ayez une valeur ou pas, mais ça fera dans quelque chose fois z plus quelque chose fois z au carré. Vous n'avez plus des puissances négatives, mais positives. Si vous arrivez à obtenir quelque chose comme ça, c'est que c'est un signal anticausal. Ça veut dire que cette valeur, c'est H0. Ça veut dire que cette valeur, c'est H-1, puisque c'est anticausal. Ça, c'est H-2. Ça, c'est H-3. Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc, ça veut dire que ça, c'est H1, H-1. Ça, c'est H-2. C'est H-3. Et je remarque que c'est une récurrence. Ça veut dire que c'est moins A à la puissance n. Parce que j'ai des moins. On a mis le moins à l'extérieur. Et ça fait A à la puissance n. Fois U de moins n, moins A. Ça vous fait bien A. Attendez, j'ai pas... Oui, mais comme c'est, n'oubliez pas, je cherchais la puissance négative. Mais comme nous, le n, ici, c'est anticausal. Ça veut dire que les valeurs de n sont toutes négatives. Donc, pour n égale à moins 1, ça fait A moins 1. Pour n égale à moins 2, ça fait A moins 2. Et c'est bien ce que j'ai ici. Donc, ça, c'est la troisième méthode à utiliser si vous n'arriverez pas à faire quoi? À décomposer en éléments simples. C'est-à-dire, si vous avez un polynôme, vous allez utiliser cette technique. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? D'accord. Et il reste une dernière remarque, on aura fini. Enfin, quelques petites remarques, on aura fini la TZ. Attendez, je regarde sur le chat. D'accord. Ok, maintenant, rappelez-vous dans la réalité, les filtres qu'on va étudier, c'est des filtres idéaux. C'est-à-dire, enfin, dans la réalité, non, c'est des filtres réels. Dans le cas, pour moi, un passe-bas, comment qu'il va être un passe-bas? Pour moi, si je veux faire un passe-bas, je voudrais je remets la notation, je veux qu'il laisse passer un certain nombre de fréquences et puis toutes les autres ne passent pas. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je veux? Je voudrais qu'il fasse ça. C'est ça mon passe-bas que je cherche. Ça passe et ça passe plus. Pareil pour un passe-haut, un passe-bande ou un coupe-bande. D'accord? Mais dans la réalité, nous, on va avoir un filtre comme ça. Après, je vais vous expliquer. Le prochain cours, vous allez comprendre pourquoi notre filtre est comme ça. Et forcément, notre filtre, il va être comme ça. Là, vous devrez patienter un petit peu. Je vous expliquerai pourquoi notre filtre est comme ça. J'ai pas une transition brusque et j'ai pas un truc qui est plat. Moi, dans le cas idéal, ce que je voudrais avoir, c'est ça. Je veux ce filtre. Voilà le filtre que je veux. Je veux que ça descende. Et je veux ça. Mais dans la réalité, voilà ce que j'aurai. J'ai dit, vous patienterez un petit moment. Enfin, vous allez patienter jusqu'à la semaine prochaine pour que je puisse vous donner l'élément de réponse. Mais la question, nous, qu'on va se poser, est-ce que d'abord, quand je veux un filtre passe-bas, qu'est-ce que je vais employer comme méthode? Est-ce que je vais prendre un filtre RII ou bien est-ce que je vais prendre un filtre RIF? Voilà la question que je me pose. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on avait fait l'analyse des filtres, on avait fait quelques petites remarques. On avait dit, par exemple, qu'un filtre RIF était toujours stable. Je ne sais pas si vous en rappelez, parce que tous ces pôles étaient en zéro. Donc, il est légitime de se dire, qu'est-ce que je vais prendre comme filtre? Est-ce que je vais prendre plutôt un filtre RII ou bien est-ce que je vais prendre un filtre RIF? Pour pouvoir faire des annotations, j'ai fait des filtres toute la diapositive, mais je vais expliquer à chaque fois. Rappelez-vous, si c'est un filtre RII, c'est un filtre réponse intuitionnelle et infinie, c'est-à-dire c'est un filtre récursif, c'est-à-dire dans la sortie s'écrit en fonction des entrées précédentes et des sorties précédentes. Ce filtre-là, forcément, il va s'écrire, sa TZ, elle va s'écrire comme étant somme des, je vais pas appeler, un produit, je vais écrire. Donc, ça va être un produit de pôle, un produit de 0, sur un produit de pôle. On avait écrit quelque chose comme ça. Il y avait le facteur K. On avait écrit Z à la puissance M-1. Par contre, un filtre RIF, il s'écrit comme ça. Tous ces pôles sont en 0. Parce que tous ces pôles sont en 0, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit qu'il faut, pour qu'il soit stable, il fallait que, quel que soit I, tous les pôles
et un module inférieur à 1. On a abouti à ça. Super. Le filtre RIF, il a tous ses points dans 0. Donc, il est toujours stable. C'est intéressant comme filtre. Un filtre qui est toujours stable. En plus, il a ce qu'on appelle la possibilité d'avoir un retard de groupe constant. Là aussi, je vais expliquer ce que c'est. Mais rappelez-vous, donc, un filtre RIF est toujours stable. Alors, cette histoire de retard de groupe, donc, si je devais choisir entre un filtre, alors c'est bon, je vais d'abord expliquer ce que c'est que le retard de groupe. Je ne me rappelle plus de l'enchaînement des diapositives. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, le retard de groupe, c'est la dérivée de la phase. C'est tout. Un retard de groupe, vous prenez la phase et vous la dérivez. Alors, pourquoi on calcule ce retard de groupe? Alors, supposons que vous avez, surtout, vous avez conçu un filtre et que pour ce filtre-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais faire défiler pour annoter parce qu'il ne veut pas me faire les deux en même temps. Alors, je vais rajouter. Bien. Supposons que vous avez fait un enregistrement. Voilà, j'ai fait mon enregistrement de mon cours. Là, ma machine à laver est en train de fonctionner. Donc, moi, j'entends le bruit. J'espère qu'il ne va pas apparaître sur l'enregistrement. Et puis, je vais traiter cet enregistrement. Je vais vouloir enlever ce bruit-là de ma machine à laver qui est en train de tourner. Donc, je vais faire un filtre passe-bas et je vais essayer d'enlever ce bruit. D'accord? Est-ce que c'est plutôt un filtre passe-bas? Ça dépend. Donc, ce bruit-là, si ce bruit de ma machine est plutôt des basses fréquences, je vais enlever, donc je vais faire un filtre passe-haut. Et si ce filtre de machine à laver, c'est plutôt des hautes fréquences, je vais faire un filtre passe-bas. Il faudrait que je compare donc les fréquences de ma voix avec les fréquences du bruit de ma machine et je vais décider de faire un filtre. Ce qui m'intéresse, c'est ce filtre-là. Parce que ce filtre-là, forcément, il va occasionner tout filtre. Vous avez donc un module, il s'écrit comme étant un module et une phase. Ce qui va m'embêter, cette histoire de phase, rappelez-vous la phase, donc on parle de phase, on parle de déphasage. Supposons que ce filtre-là, donc, j'ai fait un filtre passe-bas, voilà. On va supposer que mon bruit est en haute fréquence. Et donc, ça, c'est le module de mon filtre. Et ça, c'est la phase de mon filtre. Donc, quand j'ai tracé la phase, l'argument de H de F, eh bien, j'ai trouvé que ça faisait ça. Ensuite, ça faisait ça. On va supposer que ma phase, elle a fait ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que quand j'ai tracé ma phase, plutôt, bon, je cherche la dérivée de la phase. Donc, je vais plutôt la faire comme ça. Attendez, je ne vais pas mettre une droite. Je vais supposer que ma phase est plutôt, et il y a eu, attendez, alors, il y a eu plutôt quelque chose qui a fait ça, que ma phase a fait ça. Ensuite, elle a fait ça. Alors, je m'explique maintenant. Qu'il fasse toujours ça. Bien, je reprends. Supposons qu'en faisant la phase, j'ai trouvé ça. Alors, rappelez-vous, quand vous avez un retard, on dit d'un retard que c'est un déphasage. La TF de x de t moins t0, c'est x de f exponentielle moins du pi j f t0. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on trouve? Lorsque vous avez un retard au niveau du temps, on trouve le même module, moyennant un déphasage. C'est-à-dire, on a un déphasage qui vaut moins du pi j f t0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais l'inverse, c'est-à-dire que si mon filtre comporte un déphasage qui s'écrit de la sorte, ça veut dire que ce n'est qu'un retard. Donc, supposons que ma voix, donc je lui ai appliqué un filtre, sauf que ce filtre, il avait un déphasage de ce type-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ma voix? Toute ma voix va être retardée de T0. Je vais supposer que T0, c'est 2 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce filtre? Il a filtré, il a tout retardé de 2 secondes. Ça ne me gêne pas qu'il ait tout retardé de 2 secondes. Ça veut dire parce que j'étais en train de parler, toutes les fréquences qui étaient contenues dans ma voix, elles ont subi tous le même retard qui est un retard de T0. Bien, ça me va. Que toutes mes fréquences aient subi le même retard. C'est bien. Ça veut dire que quand je suis en train de parler ne va pas devenir l'épars. Pourquoi? Parce que toutes mes fréquences ont subi le même retard. Donc, parler, un retard de 2 secondes, c'est parler. De toute façon, vous avez un enregistrement, donc vous allez entendre parler. Mais supposons que mes fréquences n'ont pas subi le même retard. Je suis en train de dire parler, là j'abuse, je suis en train vraiment d'exagérer. Il va y avoir quand elles ne subissent pas le même retard, il y a une déformation, mais elle n'est pas aussi accentuée que je suis en train de le dire. J'utilise cet exemple pour que vous compreniez. Donc, supposons que par a subi un retard d'1 seconde et que les a subi, je vais faire l'inverse, par a subi un retard de 2 secondes, les a subi un retard d'1 seconde. Donc, vous, à la restitution, vous allez entendre les par.
Pour une application audio, c'est gênant. Je vais avoir une déformation de ma voix, du son, puisque les fréquences ne subissent pas le même retard. Ça veut dire que certaines fréquences vont être retardées, par exemple, de 10, l'autre de 5. Ben, je vais avoir, donc, celle de 5, celle du 10. Celle de 5 va arriver avant celle de 10. Donc, moi, l'idéal pour moi, c'est qu'elles subissent le même retard. Pour qu'elles subissent le même retard T0, il faudrait que mon filtre s'écrive comme ça, puisqu'on sait que la TL, quand c'est le même retard, vous allez avoir une phase qui est comme ça. Une phase qui est comme ça veut dire quoi? Si vous dérivez, donc votre phase phi, c'est moins 2 pi JF T0. Le retard de groupe, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de la phase. Donc, si je calcule bêta, je fais moins la dérivée de phi par rapport à F. Je dérive par rapport à F, donc c'est comme si c'était une droite. Donc, ça me fera 2 pi J. Je dérive la phase, donc je n'ai pas le J. Donc, je vais dériver. Donc, votre phase ici, F, c'est 2 pi F, c'est moins 2 pi F, T0. On ne considère pas le J. Donc, si je dérive la phase, ça me fera donc le moins 2 pi T0. Donc, ça veut dire que si toutes les fréquences ont subi le même retard, ma phase sera quelque chose qui ne dépend pas de F. Donc, c'est une constante. Donc, moi, dans l'idéal pour une application audio, je voudrais avoir un retard de groupe constant. Pourquoi je vais avoir un retard de groupe constant? Ça veut dire que la phase, c'est écrite comme ça. Si elle s'est écrite comme ça veut dire que tout mon signal est retardé. Donc, dans l'idéal, voilà ce que je veux. Je veux quelque chose de constant. Parce que quelque chose de constant veut dire que ma phase, c'est l'équation d'une droite. Et si c'est l'équation d'une droite, ça veut dire que toutes les fréquences ont subi le même retard. Or, si toutes les fréquences subissent le même retard, je n'ai pas de déformation. Mon filtre ne me fait pas de déformation, ne fait pas subir aux fréquences un retard différent. Or, un filtre qui ferait ça va être intéressant à utiliser pour une application audio. Et justement, les filtres RIF, un tant soit peu qu'ils soient symétriques, eh ben, ils vont vous permettre d'avoir un retard de groupe constant. On va voir directement à travers un exemple. Regardez ici. J'ai pris cet exemple. J'ai pris un filtre qui serait symétrique. Quand on dit symétrique, c'est-à-dire je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais développer pour pouvoir faire mes annotations. D'accord? Regardez ici ce filtre. Il est symétrique. Pourquoi? Si je prends la valeur milieu, au milieu, vous avez 2. Ici, vous avez 1. Donc, ce filtre, quand vous allez tracer la réponse, vous avez donc un 2 en 1 et vous avez, alors ici, 2 divisé par 1 sur 4, ça me fait 0,5 et ici, c'est 0. Donc, je vais avoir une valeur de 0,25 et ici, 0,25. Pourquoi je peux dire qu'il est symétrique? Vous avez, en prenant au milieu, c'est symétrique. Vous avez 2 et vous avez, comme si vous aviez 1, vous aviez 1. Ce filtre-là, voilà, je vous l'ai mis, je vous ai tracé en direct, c'est ce que j'ai mis ici. Si vous calculez la TZ, vous allez trouver 1 sur 4, 1 plus 2Z moins 1 plus Z moins 2, parce que la TZ de ça, c'est Z moins 1. La TZ de ça, c'est Z moins 2. Vous allez me permettre de vous retenir 2 ou 3 minutes de plus, le temps que je finisse cette partie. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si je veux calculer la TF, j'ai fait juste un petit développement ici. Qu'est-ce qu'on a dit que la TF? H de F, c'est quoi? C'est H de Z. C'est H de Z et vous remplacez Z par exponentielle de pi JFTE. C'est ce qu'on vient de voir avec l'histoire du cercle et tout. Donc ça c'est, attendez, je vais juste effacer pour que ce soit clair ici. Enfin, mais c'est déjà gommé. Je replace le dessin. Donc on a dit que H de F, ce n'est que la H, pour trouver H de F, il prend H de Z et remplace Z par exponentielle de pi JFTE. Donc on va prendre tout ça, c'est ce qu'on a fait, et on a remplacé Z par exponentielle de pi JFTE. Donc ici, ça fera exponentielle moins 2 pi JFTE parce que j'ai Z moins 1. Ici, c'est Z moins 2. Je remplace par ça. Ça fera exponentielle moins 4 pi JFTE. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit quand c'est symétrique, vous sortez l'élément milieu. Voici l'élément milieu. J'ai mis exponentielle moins 2 pi JFTE en facteur. Ça fait exponentielle ici. J'ai mis exponentielle moins 2 pi JFTE en facteur. Donc là, ça fait exponentielle de pi JFTE plus 2, plus exponentielle moins 2 pi JFTE. Regardez, si vous multipliez ici, moins par plus, ça fera 1. Ici, ça fera 2. Exponentielle moins 2 pi JFTE fois exponentielle moins 2 pi JFTE, ça fait exponentielle moins 4 pi JFTE. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça plus ça. Ça plus A, c'est 2 fois cosinus.
Donc ça, plus ça fait 2 cos, plus 2. Et regardez ce qu'on arrive à faire. On arrive à écrire notre filtre comme étant, et bien sûr, vous savez que alors cos carré A, vous savez que cos carré A, c'est 1 plus cos 2A sur 2. C'est ce qu'on a exploité ici. Regardez, vous avez cos carré A, donc vous avez 2 cos plus 2. Donc 2 cos depuis FTE, si vous multipliez ici par 2, donc j'espère que je ne me suis pas trompée dans ma formulation de cos carré A. Normalement, cos carré A, c'est 1 plus cos 2A sur 2. Attendez, je vais juste développer, ça fait 2 cos carré A. Ah oui, on l'a exploité directement. Puisqu'ici, j'ai 1, c'est 1 plus cos 2A. Donc, j'ai mis le 2 en facteur. Si on l'a pas mis en facteur, en réalité, on a pris 2 sur 4, on a divisé, ça fait 1 demi. Donc, si vous prenez 2 divisé par 4, ça fait 1 demi. Donc, je simplifie le 2 par 4 et ça me fait sur 2. Donc, ça me fait cos plus 1 sur 2. C'est bien ce que j'ai ici. Ça fait cos carré puis FTE. Et je prends la moitié de ça. Ce qui m'intéresse surtout, regardez ce qu'on est arrivé à faire. Donc, notre filtre H de F s'écrit comme étant le module de quelque chose qui est cos carré puis FTE fois exponentielle moins 2 pi j FTE. C'est ce que je voulais faire. Je voulais l'écrire comme étant, enfin, je voulais avoir un filtre qui, dans la phase, s'écrit comme ça. Pour quand je vais dériver, quand je vais calculer B, la dérivée de la phase, ça va me donner une constante. La dérivée de ça fait moins fois moins 2pi FTE et ça fait une constante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un filtre symétrique va toujours pouvoir s'écrire comme ça. Ici, s'écrit comme ça veut dire qu'il a un retard de groupe constant. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé le module. Le module, c'est un cos carré. Donc, ça descend. Voici le cos carré. On a tracé la phase. La phase, c'est quoi? C'est l'équation d'une droite dont la pente est négative. Et qu'est-ce que c'est que le retard de groupe? C'est la dérivée de la phase. Ici, vous avez une pente négative. Quand vous dérivez, parce que la phase, vous avez un moins ici. Moins, ça vous fait un truc qui est constant. Et on l'a tracé pas. Parce que lui, MATLAB, qu'est-ce qu'il vous fait? Quand il vous trace 2pi FTE, il divise par 2pi. Il a trouvé 1. Pourquoi il a trouvé 1? Parce qu'il a fait 2pi. Il n'y a pas de F. On a dérivé par rapport à F. 2pi TE. MATLAB, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bêta, il divise par 2pi. Donc, nous, bêta, on a trouvé 2pi TE. Quand on divise par 2pi, ça se simplifie. Ça vous fait TE, on a pris 1 ici. Donc, rappelez-vous, lorsque vous allez calculer enregistrement, donc je reprends, je disais donc, je reprends juste la notation. Donc, ce qui fait, je réeffacer les dessins. Donc, vous avez 2pi TE, qu'importe. J'ai dit que avec MATLAB, lui, il divise par 2pi. Donc, je viens d'apprendre quoi? Si je prends un filtre RIF symétrique, alors, forcément, son retard de groupe sera constant, ce qui est une propriété intéressante pour des applications audio. Parce qu'on a dit que retard de groupe constant veut dire que toutes les fréquences allaient subir le même retard. Et pourquoi je disais symétrique? Pourquoi vous allez prendre un filtre symétrique qui va vous donner ça? Parce que chaque fois que votre filtre est symétrique, vous allez pouvoir sortir, comme il est symétrique, de part et d'autre. Regardez, je vais l'écrire comme ça. Supposons que vous avez A0 fois quelque chose. A0, Z, A0, plus A1, Z-1, plus A2, Z-2, plus A3, Z-3, plus A4, non, pas A3, donc symétrique. Donc A2, A3, alors je ne vais pas là, A1, Z-3, plus A0, Z-4. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez passer à exponentielle 2 pi JFTE, vous allez pouvoir, A0 avec A0 va vous donner un cosinus. A1 avec A1 va vous donner un cosinus, il va vous rester l'élément milieu. Même si vous aviez un moins, c'est pas grave. Même le moins ne me gêne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai les mêmes coefficients. Parce que si j'ai les mêmes coefficients, je vais pouvoir les regrouper. Et si c'est un moins, eh ben, au lieu d'écrire un cos, ben, je vais écrire un sinus. Donc, je vais rassembler comme ça un cos ou un sinus. Du coup, chaque fois que votre filtre, ça sera symétrique. Donc, si c'est positif, ça vous fera des cosinus. Si c'est négatif, ça vous fera des sinus. Dans tous les cas, vous aurez ce qu'on appelle un retard de groupe constant. Si mon retard de groupe est constant, ça veut dire que mon déphasage correspond à un retard. On a vu que c'est la TF de X de T moins T0, ça fait un déphasage. Donc, tout mon signal va subir le même retard. C'est intéressant, c'est primordial, même pour une application audio.
Donc, je vous disais que j'allais vous retenir encore un petit peu, pas beaucoup. Donc, maintenant, juste c'est pour nous. Donc, si je dois choisir entre un filtre RIF et RII, voilà la question qu'il faut se poser. RII, vous avez vu tout à l'heure, avec des pôles et des zéros. Si j'ai des pôles et des zéros, je peux avoir un filtre, le filtre que je veux, parce que je sais qu'un pôle est un maximum et qu'un zéro est un minimum. Donc, avec très peu de pôles et des zéros, je vais avoir la réponse fréquentielle que je désire. Mais le problème, comme c'est un filtre récursif et qu'il y a un problème de quantification, quand vous quantifiez, par exemple, vous avez 0,983, de 0. À un moment donné, vous allez faire des approximations. Et ces approximations, quand vous faites une approximation, ça veut dire que vous êtes en train d'arrondir. Quand vous quantifiez, vous allez quantifier, vous faites des approximations. Vous dites entre telle et telle valeur, je vais les faire basculer à temps. Et alors, quand vous faites cette approximation, vous allez arrondir. Vous arrondissez vers le haut ou vers le bas. Et ces valeurs qui sont parfois très proches, par exemple un pôle qui est très proche du cercle ou un zéro qui est très proche du cercle, en arrondissant, et comme il est récursif, c'est-à-dire les erreurs vont se cumuler, chose qui n'arrive pas avec un filtre RIF. Un filtre RIF ne dépend que de l'entrée. Le problème de quantification ne me gêne pas. Mais un filtre RII, vous imaginez, Y dépend de Y précédent, qui dépend du Y d'avant. Donc, si vous avez une erreur de quantification, elle va se répercuter à chaque fois et votre filtre risque de devenir instable, chose qui ne peut pas se produire avec le filtre RIF. Mais comme vous avez des pôles et des zéros, vous pouvez placer des pôles en dehors de... Vous avez des pôles en dehors de zéro, votre filtre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir créer un filtre que vous voulez avec très peu de pôles et de zéros. À l'inverse, un filtre RIF est toujours stable. Je n'ai pas ce problème d'erreur de quantification parce que Y ne dépend que de l'entrée. Donc, je n'ai pas une erreur qui se répercute. Et j'ai la possibilité donc d'avoir un retard de groupe constant. Mais comme tous les pôles sont en zéro, je ne peux pas avoir un maximum bien net. Je ne sais pas. Regardez, je vais revenir à la diapositive de tout à l'heure. Attendez, je vais vous mettre ici. Vous allez voir les deux filtres passeport qu'on avait vus tout à l'heure. Je préfère sortir de là. Regardez, tout à l'heure, j'avais deux cellules. Regardez, on va bien voir la différence. Alors, quand j'avais un pôle en zéro, regardez ici. Regardez ce filtre passe-haut. Parce que tous les pôles sont en zéro. Vous ne pouvez pas placer ici, avec un filtre RIF, tous les pôles sont en zéro. Donc, ce qui fait, pour avoir un maximum bien net, je vais le remettre ici, regardez. Entre ce filtre passe-haut, regardez. Moi, je voulais faire passer les hautes fréquences, mais il y a beaucoup de fréquences qui sont en train de passer. Entre ce filtre-là et le filtre qu'on avait vu en dernier, tout à l'heure, c'était filtre RII, celui-là. Pourquoi je sais que c'était filtre RII? Parce que on a dit un filtre RIF, tous les pôles sont en zéro. Ici, les pôles ne sont pas en zéro. Regardez, on arrive à créer un filtre passe-haut bien net, beaucoup mieux que tout à l'heure, ça montait. Donc, l'inconvénient des filtres RIF, comme tous les pôles sont en zéro, ça va vous être très difficile, avec très peu de pôles et des zéros, d'avoir ce qu'on appelle une zone de transition bien nette. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je crois que c'était, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était pas ma dernière remarque. En fait, j'en ai encore une. Alors, je reprends. Je pensais que c'était ma dernière remarque. Non, ça n'est pas le cas. Alors, je vais partager ce qu'il m'a mis. Attendez, je ne sais pas. Alors, pardon. Est-ce que je suis en train de partager mon écran? Toujours. Si je partage mon écran, alors, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Qu'importe. Alors, je reprends ici. Bien sûr que vous, parce qu'il faut que je dise quand même un mot important, c'est la réalisation des filtres. Je vais juste effacer les dessins. Désolée de vous avoir retenu autant. Quand vous allez réaliser un filtre, il faut bien sûr, vous aurez besoin de plusieurs organes de retard. Vous allez donc utiliser des registres à décalage. Vous aurez besoin d'une horloge pour qu'à chaque top d'horloge, il va y avoir un décalage. Vous allez faire plusieurs opérations. Regardez, quand vous allez réaliser, parce qu'un filtre, vous aurez besoin donc de le réaliser. Je vais utiliser juste une autre couleur ici. Regardez, donc ici, pourquoi j'ai besoin d'une horloge? Parce qu'à chaque top d'horloge, par exemple, ici, j'ai écrit YN. J'écris par exemple YN, c'est XN, pardon. Quand on veut faire vite, à un moment donné, lui, il bug. Alors. Pourquoi? Il est en train de me dire, arrête-toi.
Le cours est fini. Bon, je reprends ici. C'est vrai maintenant, c'est ma dernière remarque. Si j'ai écrit yn, c'est par exemple xn plus yn moins 1. Donc j'ai pris un filtre RI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire y, par exemple 1, c'est x1 plus y0. Ensuite, y2, c'est quoi? C'est x2 plus y1. Il faut que mon filtre puisse fonctionner. Ce filtre, il ne va pas traiter une valeur. Il traite une série. J'ai un filtre. Donc, il va traiter chaque valeur, il va lui appliquer ça. D'accord? Donc, votre filtre ici, donc au départ, y1, il se calcule la fonction x1, y0, mais après c'est y, donc qu'est-ce qu'il va faire? Xn va devenir xn moins 1. Yn qui est en sortie va devenir yn moins 1. Comme elle devient yn moins 1, donc je vais faire quoi? Moi, je vais mettre tout ça dans un registre à décalage, et à chaque top d'horloge, il va décaler pour pouvoir calculer la prochaine valeur. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'une horloge. Les organes de retard, c'est là, c'est les registres à décalage qui font que y1, et ensuite il va calculer y2. Mes opérations arithmétiques, elles sont où? J'ai besoin ici, parce que y1, par exemple ici, j'ai pris, il doit multiplier, si j'avais mis par exemple 2, ici 3. Je vais mettre 2, 3. Ça, il faudra que ces coefficients-là, je vais les mettre dans des registres. Donc, j'ai besoin, c'est pas des registres à décalage. Pourquoi? Parce que c'est les coefficients, c'est les mêmes. Donc, tous les coefficients, ils seront dans un registre. Et j'ai besoin de faire quoi? Ici, il fait quoi? Il multiplie et ici, il additionne. Donc, j'ai besoin d'additionneurs et de multiplieurs. Les additionneurs, c'est parce qu'il va faire des additions. Voilà, ici. Les multiplieurs, c'est pour pouvoir multiplier ici. Et ça, c'est mon additionneur. Donc, votre réalisation du filtre, donc vous aurez, donc je reprends besoin de registres à décalage, d'une horloge, d'opérateurs arithmétiques, donc de quelque chose qui va vous faire donc les additions et les multiplications. Et vous avez bien sûr besoin de registres à décalage. C'est pour pouvoir, à chaque top d'horloge, décaler les valeurs de l'entrée et de la sortie. Et des registres, pas à décalage, où vous allez pouvoir stocker des mémoires, où vous allez pouvoir stocker les coefficients de pondération. Là, j'ai vraiment fini. Donc, je vous remercie. Donc, c'est ainsi que s'achève le cours de la TZ. Désolée, je vous ai quand même retenu un quart d'heure supplémentaire. La prochaine fois, on fera les filtres. On va voir la synthèse des filtres RIF sur la base de ce qu'on vient de voir. Je vous remercie, mes étudiants. S'il y a une question par rapport à... D'accord, je vais juste arrêter l'enregistrement et je vais répondre à ta question, Fériel, puisque tu me parles des examens.